Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine En Clair. J'ai le plaisir de revenir aujourd'hui avec un sujet que nous avons déjà abordé pour approfondir. Cette fois-ci, nous allons analyser les détails les plus précis de ce sujet-là. Je reçois Brunel Moussiké Tempongo pour approfondir ensemble avec lui les questions de l'éducation à l'environnement. Monsieur Brunel Moussiké, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La fois dernière, nous avons évoqué les problèmes environnementaux que connaissent les Quinois et le milieu environnant dans lequel le Quinois vit qui est très sale. Aujourd'hui, nous allons identifier les personnes qui sont impliquées dans cette éducation à l'environnement. Nous allons identifier les responsabilités de chacune de ces parties prenantes. Monsieur Brunel Moussiké, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire clairement c'est quoi l'éducation environnementale? Parce que nos téléspectateurs ont besoin de saisir avec pertinence ce que c'est que l'éducation environnementale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord remercier l'équipe de Tokia et vous-même aussi pour l'invitation. L'éducation à l'environnement renvoie à l'éducation à l'éco-citoyenneté ou encore éducation à la citoyenneté. C'est une initiation. Elle vise l'acquisition des valeurs, des connaissances, des comportements ainsi que des compétences pratiques et nécessaires des individus vis-à-vis de l'environnement en vue d'acquérir les bonnes connaissances ou encore d'éviter les catastrophes naturelles vis-à-vis de l'environnement. C'est un peu ça l'éducation à l'environnement. Et l'éducation à l'environnement vise aussi la gestion des qualités de notre environnement et la résolution des problèmes de l'environnement qui nous entoure. C'est un peu ça, en gros, l'éducation à l'environnement. Voilà. Alors, tel que vous l'avez expliqué, nous comprenons qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de parties prenantes dans cette éducation environnementale. Alors, pouvez-vous d'abord nous dire dans ce jeu environnemental, dans cette éducation à l'environnement, quels sont les acteurs les plus en vue, les plus prépondérants? Pouvez-vous nous les citer? Nous avons un peu plusieurs acteurs, comme vous l'avez dit. Nous avons les acteurs internationaux et puis les acteurs nationaux. Dans les acteurs internationaux, nous voyons les organisations internationales, les ONG, ainsi de suite. Et dans les acteurs nationaux, c'est là où nous allons plus nous atteler. Nous avons le président de la République, nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement ainsi que les cours et tribunaux. Là, ça concerne un peu les institutions politiques de l'État comme acteurs de l'éducation à l'environnement. Et en plus de cela, nous avons aussi les entreprises. Nous avons les partis politiques et nous avons aussi les trois milieux éducatifs, notamment l'église, l'école ainsi que la famille. Et je pense qu'aujourd'hui, avec vous, nous allons essayer un peu d'aborder l'éducation à l'environnement. On va y arriver. Je pense qu'on peut commencer à partir de la base, mais est-ce que vous pouvez nous dire explicitement, les partis politiques d'aujourd'hui sont là pour appeler les jeunes à manifester, pour servir de marchepied, pour conquérir le pouvoir. Comment voyez-vous les partis politiques éduquer les citoyens, notamment à travers l'éco-citoyenneté? Parce que ce qui intéresse les partis politiques de nos jours, c'est juste des manifestations pour tel poste, pour tel autre poste. Alors, qu'est-ce que les partis politiques devraient faire avant qu'on puisse aborder, évidemment, la question environnementale depuis la base? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les partis politiques jouent un grand rôle dans la gestion aussi de l'environnement. Aujourd'hui, la plupart des partis politiques ne s'intéressent qu'à la conquête du pouvoir, comme vous l'avez dit, et ils ignorent un peu l'éducation à l'environnement. Ils organisent les tribunes presque tous les jours, dans les matinées, le mercredi, samedi, sans faire allusion à l'environnement. Et moi, j'ai proposé ceci, que les responsables des partis politiques, notamment les présidents ainsi que leurs secrétaires généraux, puissent un peu aussi organiser des tribunes destinées à la gestion de l'environnement et à la conservation de notre maison commune, comme le dit le pape François. C'est un peu ça. S'ils font ça, ça sera vraiment une bonne chose parce que l'éducation à l'environnement concerne presque tous les acteurs comme nous l'avons évoqué. Donc, chaque acteur a une responsabilité vis-à-vis de la gestion de la maison commune. Voilà. Donc, la question environnementale, l'éducation à l'environnement, c'est une question pour tous les citoyens
sans exception. Alors, nous allons parler plus explicitement de la famille, parce que la famille, c'est la base de tout. Chacun de nous a une famille. Peu importe les circonstances de sa naissance, il a une famille. Alors, qu'est-ce que la famille devrait communiquer? Qu'est-ce que la famille devrait apprendre aux enfants dès le bas âge? Quelles sont les attitudes écologiques, les attitudes environnementales que la famille devrait inculquer aux enfants dès le bas âge? Avant de répondre un peu à votre question, j'aimerais d'abord faire un bref sur la famille. Je vais ici évoquer le document consulaire du Vatican II Inter Mirifica, écrit par le pape François. Dans ce document, le pape François essaye un peu de donner un peu la compréhension que l'Église a de la famille. Et j'ai trouvé cette compréhension très importante. La famille, c'est un espace qui réunit les citoyens ou encore les individus. Nous avons d'un côté le papa, la maman ainsi que les enfants et d'autres personnes qui entrent en jeu. Alors, aujourd'hui, la famille, nous devons nous poser la question de Harold Laswell, que nous allons résumer à notre façon. Qui en famille communique quoi, à qui et avec quel effet? Alors, la famille, c'est un milieu où l'on communique la langue maternelle. On communique la langue maternelle comme un fait social à l'opposé de la parole qui est individuelle, comme le fait observer Ferdinand de Saussure. En famille aussi, on communique la prière. C'est en famille que les parents commencent à initier leurs enfants à l'éducation, par exemple à l'église, en allant à la messe, en allant au culte, en allant prier dans les mosquées, ainsi de suite. C'est en famille aussi qu'on communique les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes ici, les valeurs chrétiennes et religieuses. Par là, des valeurs chrétiennes, je vois les valeurs de l'église catholique, des églises des réveils, des églises orthodoxes et ainsi de suite. Et parlant des valeurs religieuses, nous voyons les valeurs des églises orientales et de l'islam, ainsi de suite. Alors, ces valeurs-là luttent contre les discriminations, notamment le tribalisme, ainsi que le racisme. Par là, ici aussi, monsieur le journaliste, j'aimerais un peu évoquer l'ouvrage écrit par l'international footballeur français d'origine guadeloupéenne, Lilian Thuram. Il a écrit un livre intitulé « La pensée blanche ». On n'est pas blanc, mais on le devient. C'est-à-dire ceci. Moi, je vais un peu... Ce titre est une métaphore. Il veut simplement dire que non, l'homme blanc n'est pas raciste, il le devient. Alors moi aussi je dirais que l'homme congolais n'est pas tribal, il le devient. Donc on n'est pas tribal, on devient tribal. C'est dans ce sens-là. Alors nous devons un peu lutter contre le tribalisme. Dès le bas âge dans nos familles, les parents doivent déjà commencer à éduquer leurs enfants. Et plus particulièrement, entrer en profondeur de la question environnementale. Qu'est-ce que la famille doit apprendre aux enfants? Voilà. Qui doit le faire? Et comment? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La famille, je voulais aussi arriver par là, c'est un lieu d'éducation à l'éco-citoyenneté. Quand on parle de l'éco-citoyenneté, nous voyons un peu l'environnement. Alors, en famille, nous avons les parties prenantes qui sont considérées comme les émetteurs. Donc, nous avons les parents. Qu'est-ce que les parents doivent apprendre aux enfants? Les parents doivent apprendre aux enfants le dire et le faire. Ce sont les messages essentiels relatifs à l'environnement. Alors, par là du dire, il ne faut pas simplement dire ce qu'on doit faire, il faut aussi faire ce qu'on dit. Ça va un peu dans ce sens-là. Alors, les messages que les parents doivent transmettre à leurs enfants, c'est le choix des matières et des matériaux naturels. Quand on parle des matériaux et matières naturelles, nous voyons plus la flore et la faune. Dans nos parcelles, souvent, les gens ne prennent pas conscience de l'arbre ou en gros des arbres et de la faune. Par exemple, l'élévation des poules, des chèvres, et tout ça, ça fait partie de l'environnement. Alors, les parents doivent aussi apprendre à leurs enfants la gestion de l'énergie. Utiliser les ampoules à faible consommation, éteindre la lumière dans les pièces inoccupées, éteindre la veille des appareils. Donc, avant de dormir, les parents doivent éduquer leurs enfants à éteindre les appareils, notamment les téléphones, les ampoules, les téléviseurs, les ordinateurs, tous ces éléments qui composent la maison. Et aussi l'usage plutôt des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont par exemple les lampes torches chargeables. Vous voyez, parce que vous chargez, quand la charge s'épuise, vous pouvez allumer. Les piles ne sont pas les énergies renouvelables. Parce qu'une fois expirées, vous serez obligé de les jeter. Et souvent, les enfants ne savent pas là où jeter ces énergies non renouvelables. Il faut aussi qu'ils apprennent la gestion de l'eau. Éviter les gaspillages d'eau
Utiliser de l'eau de pluie dès que possible. Attendez, il faut vous appesantir sur cette notion. Parce que les Congolais, nous aimons beaucoup gaspiller. L'eau est précieuse. Elle est une denrée rare sous d'autres cieux. On ne peut pas gaspiller l'eau. Il faut bien gérer l'eau. Allez, vous pouvez continuer. Aussi, les parents doivent apprendre à leurs enfants la gestion des déchets ménagers. Par exemple, les huiles, les médicaments expirés, les piles, ainsi que la réduction de la production des déchets. Ils doivent aussi apprendre à leurs enfants la lutte contre la nuisance sonore. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous allez remarquer avec moi que beaucoup de gens ne tiennent pas compte des autres. Donc, quelqu'un met la musique et il met le volume à 100% et ça dérange les voisins. Quand les voisins se plaignent, vous avez même des débits de boissons en bas des écoles, en étage, et on ne comprend rien. C'est une cacophonie sonore et pourtant, la RDC a bien légiféré à ce sujet. Il faut éviter les pollutions sonores. Ce n'est pas bon pour la tête. Pour ceux qui travaillent mentalement, les sons, les bruits ne sont pas bons. Et enfin, je parlerai de l'assainissement de l'espace familial. Tous les jours, il faut nettoyer la parcelle, torchonner la maison, jeter tout ce qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut avoir les poubelles à la maison, il faut avoir beaucoup de choses et tout. Attendez que les banamatis passent pour leur donner un peu de la saleté, ainsi de suite. Au lieu de jeter sur les avenues, tout ça, ça... Mais là aussi, ça amène un autre questionnement. Ces enfants-là, ces ramasseurs de saleté, des déchets, où vont-ils les jeter? C'est dans des caniveaux. Justement, il faut aussi une sensibilisation et nous allons y arriver de ces gens-là, des Banamatiti, qui viennent ramasser des déchets dans les différentes familles. Alors, ces gens-là vont jeter ces déchets-là où précisément? C'est là aussi les problèmes. S'ils ont un site où ils ont encore... Parce que ces déchets-là, souvent, sont renouvelables. On peut fabriquer des gaz grâce à ces déchets-là. Alors, il faut que ces déchets plutôt soient canalisés et soient aussi transformés, je ne sais pas, en gaz ou encore en matière, je ne sais pas moi quoi. Mais le problème aussi, c'est que dès les bas âges, nous n'avons pas compris qu'il faut choisir même les ramasseurs des saletés, des déchets. Qui jette où? Je ne peux pas donner mes déchets à un ramasseur qui va les jeter dans la rue, qui va les jeter dans la rivière, dans les cours d'eau. Il faut aussi s'imprégner de certains sentiments, de certaines habitudes, de certains comportements tels qu'on ne peut pas acheter des produits qui sont toxiques pour l'environnement. Il faut réduire la consommation des produits toxiques pour l'environnement. Alors, étant donné que chaque famille est au sein d'un quartier, maintenant, comment faire pour l'assainissement du quartier? Puisque l'ensemble de ces familles-là vont donner lieu à un quartier. Et si une famille est bien éduquée et qu'une autre ne l'est pas, comment faire pour que le quartier s'approprie des bons comportements, des comportements responsables envers l'environnement? Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour la question. Vous parlez justement de l'écoquartier. Alors, quand on entend par écoquartier, nous entendons par écoquartier l'ensemble d'amis ou encore des individus vivant dans un quartier, dans la nature, et ayant comme objectif de sensibiliser les habitants du même quartier vis-à-vis des problèmes de l'environnement. C'est un peu ça, en bref, l'écoquartier. Alors, dans un écoquartier, de manière pratique, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que ceux qui nous suivent maintenant sont prêts à aller appliquer tout ce que vous dites là, comment ils vont s'y prendre? Dites-nous en peu de mots comment ils peuvent se constituer en écoquartier et comment ils peuvent mener quelques actions susceptibles de garantir l'assainissement et l'amélioration de leur environnement. L'initiation de l'écoquartier dépend toujours d'un individu. Ici, nous parlons plus de la famille. Par après, nous allons aussi parler d'autres acteurs qui sont partie prenante de l'éducation à l'environnement. Alors, l'initiative, comme je l'ai dit, vient toujours d'une personne. Alors, il faut au moins qu'une personne prenne le courage de rassembler d'autres personnes et ces personnes-là vont aussi maintenant communiquer
dans le quartier, sensibiliser les autres habitants qui ne prennent pas conscience de leur environnement. Et l'existence de l'écoquartier dépend toujours de certains moyens de sensibilisation et d'éducation. Lesquels, par exemple? Par exemple, les rencontres pour expliquer les grands problèmes environnementaux. Vous savez que chaque vendredi, moi je suis un chrétien catholique, je vais un peu plus parler de l'église catholique. Par exemple, le rassemblement des CVB. Vous voyez, dans les CVB, par exemple, le papa animateur des CVB peut aussi constituer son écoquartier. Donc, les CVB peuvent constituer aussi un écoquartier en soi. Et quand vous vous réunissez, par exemple, dans les CVB, au lieu de parler plus de la parole de Dieu ou de la Bible ou de votre réunion, vous pouvez aussi parler de l'environnement. Vous pouvez interpeller les autres. Et puis ceux-là, quand ils vont aussi aller chez eux, ils vont aussi interpeller les autres. Ainsi, la transformation, la communication va s'étendre. Il faut aussi, par exemple, les animations pour enfants. Vous êtes là dans les CVV, vous communiquez avec les enfants, vous initiez les enfants à prendre conscience de leur environnement. Tel que dans l'école de dimanche, dans les autres églises, les églises de réveil, on peut aussi initier les enfants là à un bon comportement envers l'environnement. Parce que n'oublions pas que ces enfants qui vont dans les écoles de dimanche, les CODIM, ils sont souvent attentifs et appliquent souvent ce qu'ils apprennent à l'église. Alors, si au niveau de chaque église, au niveau de chaque religion, au niveau de chaque famille, au niveau de chaque quartier, on apprend à cultiver et à éduquer les enfants dès les bas âges, nous sommes certains que l'éducation à l'environnement sera atteinte. Alors, vous pouvez approfondir en nous donnant les moyens de sensibilisation beaucoup plus larges à travers lesquels on peut arriver à éduquer efficacement et de manière responsable. Les moyens de sensibilisation, là... Et n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte de la famille, du quartier surtout aussi. Merci beaucoup. Je vais juste donner les moyens dans le contexte de la famille. Dans le contexte de la famille, nous avons par exemple les réunions. Nous avons les réunions, par exemple. Les réunions, vous êtes là, par exemple, là, je suis plus au niveau de l'éco-quartier. Vous êtes en réunion, par exemple, des CVV. Et puis, pendant cette réunion-là, vous profitez pour éduquer les membres du CVV sur les problèmes de l'environnement. Et aussi, hormis ça, nous avons aussi la communication porte à porte. Vous allez dans chaque parcelle, dans chaque maison, vous leur parlez de l'environnement et puis vous éduquez aussi les membres d'une famille à une autre. Est-ce que ces stratégies sont bonnes pour nous au Congo? Et vous réveillez un matin, aller dans une porte, dire par exemple, s'il vous plaît, veuillez assainir votre environnement, veuillez nettoyer devant votre parcelle. Est-ce qu'au Congo, c'est facilement acceptable de passer de porte à porte avec ce message-là? Au Congo, souvent, nous avons un problème de compréhension. Alors, ce n'est pas facile comme vous le dites, mais je crois bien que la meilleure communication serait utile. C'est-à-dire, vous allez, vous frappez à la porte, et si les membres de la famille viennent ouvrir la porte, vous vous présentez. Vous dites par exemple, nous sommes membres de CVB et l'ICA par exemple, nous passons chez vous pour vous. Vous leur posez des questions, vous avez une poubelle chez vous, est-ce que vous avez de l'électricité, comment vous utilisez l'eau? Vous leur posez des questions. Sur base maintenant de leurs réponses, et vous allez maintenant leur proposer des stratégies éducatives de l'environnement. Et je pense qu'avec ça, ils vont facilement vous comprendre. Autre chose aussi, monsieur le journaliste, vous voyez que là, je rentre plus en famille. Au village, souvent, les parents avaient l'habitude, après le repas, de réunir leurs enfants autour du feu. Parce qu'au village, vous le savez, que la famille n'était pas seulement composée de papa, maman et les enfants. Là, je parle plus de la famille restreinte. Au village, on parlait plus du clan. Le clan réunissait plusieurs familles, notamment la famille élargie. Et souvent, il y avait les oncles, les papas, les lembas, et puis ces gens-là réunissaient leurs enfants autour du feu. Et ils leur donnaient les conseils sur l'environnement. Et parmi les éducations que les parents ou encore les animateurs du clan, qu'on appelait les sages, transmettaient à leur génération, notamment le reboisement, et l'élévation des bêtes, de la flore, de la faune, tout ça. Et il ne faut pas oublier aussi que l'élévation des bêtes fait aussi partie de la conservation de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, si ces espèces-là disparaissent, et voyez bien que notre pays ne sera plus riche. Il faut conserver ces richesses-là pour attirer beaucoup de visiteurs et ça va booster l'économie de la RDC. Mais chers parents, vous le savez bien, retenez une chose. Pour réussir l'éducation environnementale en famille, il y a des préalables. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants de jeter leurs déchets dans la poubelle si vous n'en avez pas, une. C'est irresponsable en tout cas. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants de respecter l'environnement
Si chez vous, vous gaspillez de l'eau, l'eau coule pendant que dans certains quartiers, il y a de la carence, il y a la disette. Et vous, chez vous, le robinet coule toujours. La lumière, les ampoules restent toujours allumées, même quand vous n'en avez pas besoin. Ce qui peut créer des surcharges dans la gestion de l'énergie. Alors, Monsieur Brunel Mousikete, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais vous donner 1 minute pour interpeller en tant que quelqu'un qui s'intéresse aux problèmes de l'éducation à l'environnement. Dites à chacun des Congolais, à chaque famille, désormais, les bonnes habitudes, les bons comportements à mettre en place pour réussir, pour assainir notre environnement. Parce que nous vivons dans des conditions qui sont exécrables, insupportables. La ville est devenue sale et c'est chaque maison, chaque parcelle qui est d'une manière ou d'une autre devenue sale. La famille joue un grand rôle dans l'éducation des enfants. Chers parents, veuillez sensibiliser vos enfants, éduquer vos enfants sur les problèmes et les enjeux environnementaux de l'heure. Aujourd'hui, la sanction fait partie des valeurs éducatives. Si l'enfant n'écoute pas ce que vous dites, sanctionnez-les sévèrement. Sanctionnez-les en vue de prendre conscience de l'environnement. L'éducation de base commence en famille. Je vais aussi interpeller les aînés de la famille. Parce que vous pouvez aussi trouver les aînés qui éduquent mal leurs cadets. Alors, les parents doivent veiller à cet équilibre-là de l'éducation. Les parents en famille, comme vous éduquez vos enfants, comme vous les amenez à l'église, comme vous les amenez à l'école, veillez aussi commencer à les éduquer d'abord à la maison et surtout sur l'environnement. Je tiens là-dessus, donc j'insiste, je persiste et je signe. Nazo beta sete na ba parents bo éduquer bana na bino na makambo o etali environnement. Eza eloko moko ya mutuya. Éduquez vos enfants, demandez-leur d'éteindre souvent leurs ampoules, demandez-leur de ne pas utiliser les appareils renouvelables et puis demandez-leur aussi de ne pas jeter les sachets par-ci par-là, de toujours utiliser la poubelle et je pense qu'avec ça, ils prendront conscience de l'environnement et quand ils vont grandir, ils ne vont pas jeter les choses par-ci par-là. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Et chers parents, si vous-même vous n'avez pas l'habitude de cultiver le respect de l'environnement et que vous êtes dans l'impossibilité d'éduquer vos enfants en revanche, apprenez dès aujourd'hui à vous éduquer à partir de cette émission. Je vous remercie, M. Brunel Mousikete, d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir édifié suffisamment chacun des Congolais qui sont à l'écoute de notre média et de notre magazine En Clair. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie aussi d'être toujours là pour nous et de nous suivre avec attention. À très bientôt.